1948. La Seconde Guerre mondiale venait de s'achever. Les gouvernements étaient déterminés à empêcher que le passé ne se répète. Éviter la guerre, c'était également éviter les erreurs économiques de la crise des années 20 et 30. En élevant des barrières au commerce, les gens pensaient protéger l'économie de leur pays, mais ils provoquèrent en fait le tarissement des courants d'échange et l'effondrement des économies. Par conséquent, en 1948, l'ensemble du système politique et économique du monde était à revoir. Restaurer la stabilité et le sentiment d'appartenir à une communauté mondiale, voilà ce dont on avait besoin. Des organisations internationales furent créées pour instaurer la coopération économique et la paix. Signé par 23 pays seulement, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT, a largement contribué au fil des ans à la sécurité de l'économie mondiale. 50 ans plus tard, l'Organisation mondiale du commerce compte 132 membres. Elle a repris les tâches de l'ancien GATT, mais elle s'occupe aussi de nouveaux domaines d'échange. Banque et assurance, télécommunications, invention et technologie de pointe. Le GATT a mis de l'ordre dans la jungle du commerce mondial. Car selon la loi de la jungle, les gros animaux mangent les petits. Et c'était plus ou moins ce qui se passait pour le commerce mondial. Les grands pays, en l'absence de règles convenues entre tous les pays, pouvaient beaucoup plus facilement faire pression que dans un système multilatéral qui donne à chaque pays les moyens de se faire entendre. Les règles définissaient ce que les gouvernements pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas faire avec leur politique commerciale. Par exemple, les pays ne pouvaient pas discriminer entre leurs partenaires commerciaux. Le GATT est aussi devenu le forum où les pays réglaient leurs différends et négociaient l'abaissement des obstacles au commerce. 8 séries de négociations commerciales de plus en plus complexes ont eu lieu dans le cadre du GATT. Tout cela a permis d'améliorer le climat pour l'investissement et la création d'emplois. En 47 ans, le GATT a vu tomber les obstacles aux échanges et le commerce mondial a enregistré une croissance sans précédent. Le nombre des membres du GATT, de 23 à l'origine, était passé à 128. La plupart étaient des pays en développement qui avaient bénéficié d'un traitement spécial pour pouvoir s'adapter aux règles. Dans les années 70, la première tentative importante de réviser les règles du GATT n'a que partiellement abouti. Un nombre relativement réduit de pays ont signé tous les nouveaux accords du Tokyo Round. L'économie mondiale traversait alors une période difficile, marquée par la forte hausse des prix du pétrole et des troubles financiers, et le protectionnisme menaçait à nouveau le commerce mondial. Puis, en 1986, à Punta del Este, en Uruguay, les ministres venus du monde entier se sont réunis pour lancer une initiative qui allait transformer le commerce mondial. La 8e série de négociations au GATT, le cycle d'Uruguay. Ces négociations ont duré 7 ans et demi et vers la fin, 125 pays y ont participé. Le cycle d'Uruguay est devenu la plus vaste et la plus complexe négociation de l'histoire. Il a porté sur quelques-unes des questions les plus sensibles à l'époque. Les enjeux étaient donc de taille. Il existe actuellement à la fois le sentiment de traverser une crise, mais aussi une manière très responsable d'y répondre, ainsi qu'une volonté commune de voir le système multilatéral contrôler la situation. Pendant ce temps, le monde traversait de nouveaux et importants changements politiques et économiques. Les murs tombaient en Europe orientale, dans l'ancien bloc soviétique. Ces pays se tournaient vers l'économie de marché et le commerce international. Les pays en développement étaient aussi de plus en plus nombreux à comprendre qu'ils avaient tout à gagner à ouvrir leur marché et à participer davantage au commerce mondial. Finalement, lorsque les ministres se sont réunis en avril 1994 à Marrakech, ils avaient devant eux un accord représentant la réforme du système commercial la plus vaste depuis la naissance du GATT.
L'accord du cycle d'Uruguay est complexe, mais il comporte deux résultats principaux. Le premier est la création d'une nouvelle organisation dotée d'une véritable identité juridique, l'Organisation mondiale du commerce. Je suis convaincu qu'il est indispensable, aussi bien dans une perspective économique que politique, de confier à l'OMC le rôle qu'il a été prévu de lui donner lors des négociations du cycle d'Uruguay qui viennent de s'achever. Sinon, notre monde deviendrait très vite un monde divisé, marqué par l'antagonisme des blocs de pays et la rivalité de sphères d'influence cherchant à s'approprier le type d'avantages qui ont, par le passé, conduit à la guerre et au conflit. Le second résultat, c'est le fait que les accords de l'Organisation mondiale du commerce constituent un paquet d'ensemble d'une portée sans précédent. La première grande réforme du commerce des produits agricoles, l'élimination progressive de restrictions imposées de longue date dans le secteur des textiles et des vêtements, une nouvelle réduction substantielle des droits de douane, les premières règles commerciales internationales pour les services et la propriété intellectuelle, et un moyen plus efficace de régler les différends. Les accords de l'OMC ont été adoptés par consensus, ce qui signifie que tout le monde y a souscrit. Cela signifie aussi que les pays participant au cycle d'Uruguay, qui étaient plus d'une centaine, ont accepté sans réserve tous les éléments de ce vaste ensemble de résultats. Il existe une certaine souplesse. Par exemple, les pays en développement ont des délais plus longs pour s'adapter, mais en définitive, personne n'est resté hors du système. Un pays ne perd pas sa souveraineté en entrant à l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC est essentiellement un contrat entre les pays. Prenons un exemple au niveau de l'individu. Je signe un contrat. Il impose évidemment des limites à mon comportement et à ma capacité de faire telle ou telle chose. Mais je le signe parce que j'en tire des avantages en contrepartie. Le cycle d'Uruguay s'est achevé en 1994, mais les négociations n'ont pas pris fin pour autant. En 1996, la réunion ministérielle de Singapour leur a donné un élan considérable. Si bien qu'en 1997, 3 nouveaux accords ont été conclus visant des marchés internationaux de plusieurs milliards de dollars. Services de télécommunications, commerce en franchise de droits de nombreux produits des technologies de l'information, tels que les ordinateurs, services financiers, banques et assurances. Dans ces secteurs, les produits et services seront meilleurs marchés, de meilleure qualité et plus largement disponibles. Au cours des prochaines années, l'OMC devra engager plusieurs autres négociations. Nombre d'entre elles constituent le prolongement du cycle d'Uruguay, tandis que d'autres sont venues plus tard s'ajouter au programme de travail. De nouvelles négociations importantes sont prévues pour le début du siècle, pour l'agriculture, les services et d'autres questions. La plupart des accords du cycle d'Uruguay seront revus. Tout ce travail est indispensable pour maintenir à jour le système. En outre, les membres de l'OMC examinent actuellement les pratiques anticoncurrence et les monopoles, la transparence des marchés publics, l'investissement et d'autres questions pour savoir si de nouvelles règles sont nécessaires. Les échanges mondiaux sont aujourd'hui 15 fois plus importants qu'il y a 50 ans. Dans la plupart des pays, le système commercial a apporté une contribution vitale à la croissance économique, au développement et au progrès technique. Il faut se rappeler qu'en 1950, les États-Unis étaient le pays le plus riche, suivi du Canada. Les pays européens représentant la moitié de ce niveau et le Japon le 6e seulement. Nous avons adopté des politiques d'ouverture et nous avons assisté à une convergence. Aujourd'hui, les niveaux de salaire sont pratiquement identiques dans tous les pays développés. Et il en est de même dans les pays en développement dynamique qui ont adopté des politiques d'ouverture et qui se sont intégrés à l'économie mondiale. Je crois que c'est là le grand atout d'un système commercial ouvert. C'est précisément un mécanisme permettant de remédier aux déséquilibres et aux inégalités qui existent dans l'économie mondiale. Cependant, à côté des promesses, la pauvreté demeure. Les pays les moins avancés ont de la peine à profiter des avantages du système commercial.
Mon pays, qui fait partie du groupe des pays les moins avancés, suit avec intérêt le processus actuel de mondialisation. Nous sommes persuadés que ce processus bien mené peut stimuler une croissance harmonieuse de l'économie mondiale, une croissance soucieuse de réduire l'écart entre pays riches et pays pauvres. On peut faire davantage pour aider ces pays à combler leur retard et on s'y emploie actuellement. Récemment, 26 pays ont amélioré l'accès à leur marché pour les produits exportés par les pays les moins avancés. Nous devons maintenant nous occuper du problème des pays les moins avancés. Et je peux vous dire que la pauvreté pourra être abolie. L'OMC, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et d'autres organisations collaborent actuellement pour accélérer le développement des pays les plus pauvres, leur apporter une assistance en matière de formation et les aider à diversifier leur production de services et de produits industriels. L'OMC n'est pas une tour d'ivoire. Comment l'opinion publique et le secteur privé influencent-ils ce qui se passe à l'OMC? Par leur gouvernement. Les gouvernements se font l'écho des préoccupations exprimées dans leur pays lorsqu'ils négocient ou s'adressent à l'OMC pour régler un différend. La libéralisation du commerce mondial a été prodigieuse pour l'élévation du niveau de vie des populations et pour la création des emplois. Alors c'est vrai, il y a des arbitrages qui se font. Quand des centres de production pour telle ou telle entreprise se déplacent d'un pays à un autre, il y a peut-être des délocalisations d'un côté et des créations d'emplois dans d'autres. Mais je crois qu'il faut que nous commencions. On ne peut pas conserver indéfiniment une dichotomie en disant on fait tout sur le plan national, mais on veut tout avoir de l'international. Et il y a un peu des deux. Le système aide à créer des emplois. Tous les emplois qui ont été créés durant ces décennies sont dus à la croissance. D'une part. D'un autre côté, l'amélioration des salaires a développé sur les marchés un nouveau potentiel d'achat qui a à son tour à développer des capacités des entreprises qui ont été obligées de faire des recrutements. Tout ça s'enchaîne. De plus en plus, on demande au système commercial de tenir compte d'autres grandes questions dépassant les frontières nationales. I therefore think it's also important for WTO to increase. C'est pourquoi je pense qu'il est important que l'OMC renforce sa propre capacité à tirer des enseignements de la société civile mondiale. Je crois que les défis du siècle prochain sont à la fois ceux du siècle dernier, auxquels s'ajoutent les nouveaux défis de l'avenir. La pauvreté qui persiste, la malnutrition et la faim qui s'aggravent, le réchauffement terrestre et la préservation de la biodiversité. Tous ces défis font que nous vivons dans un seul et même monde. Les règles commerciales donnent au gouvernement toute latitude pour protéger leur environnement, appliquer des politiques sociales en faveur de leur population et poursuivre ces objectifs dans le cadre d'autres organisations internationales s'ils le souhaitent. Cependant, l'OMC doit faire en sorte que ces objectifs légitimes ne se transforment pas en protectionnisme déguisé. Un nouveau consensus se fait jour sur l'idée que la libéralisation du commerce et la protection de l'environnement ne sont pas seulement des objectifs compatibles, mais qu'elles doivent constituer les deux pôles d'une même stratégie visant à assurer un développement durable à l'échelle mondiale. En ce qui concerne l'avenir, l'Organisation mondiale du commerce rencontre plusieurs défis. D'abord, rester en phase avec les nouvelles priorités dans un environnement international en rapide mutation. En particulier, les nouvelles technologies de l'information qui abolissent les limites de temps et d'espace auront une influence profonde sur le commerce international. Ensuite, l'OMC doit veiller à ce que ces règles soient appliquées le plus largement possible dans le monde. Cela signifie qu'il faudra intégrer dans le système de nouveaux pays, y compris les rares puissances commerciales qui n'y sont pas encore, comme la Chine et la Russie. Par ailleurs, les membres de l'OMC veulent faire en sorte que les groupements économiques régionaux qui sont créés de par le monde soutiennent le système mondial. Enfin, une approche mondiale signifie qu'il faut prendre en compte les intérêts des pays les plus pauvres pour qu'ils puissent profiter pleinement des possibilités offertes par un système commercial dynamique et moderne.
Et peut-être, ce qui est le plus important, c'est de faire en sorte que le système réponde aux aspirations des gens dans chaque pays membre. On ne peut répondre à ces défis globaux en imposant des politiques ou des valeurs aux autres. Je pense que l'objectif essentiel est de bâtir un système universel, regroupant toutes les nations du monde à l'intérieur d'un système fondé sur les règles et non pas sur le pouvoir. Système où les relations entre les nations résulteront des règles qu'elles auront elles-mêmes adoptées d'un commun accord et non pas de leur rapport de force. C'est certainement un objectif très révolutionnaire. Le monde s'est considérablement modifié au cours du demi-siècle qui vient de s'écouler. Mais les choix fondamentaux qui s'offrent à nous, eux, n'ont pas changé. Les gouvernements ont accepté de baser leurs relations économiques sur le principe de la non-discrimination et le consensus. Ils ont contribué à renforcer la sécurité dans le monde.